Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection géopolitique mondiale. Collection géopolitique mondiale, dirigée par Moyila Tshiyembe. L'objet de la collection géopolitique mondiale est de susciter les publications dont la vocation est double. D'une part, donner un sens aux mutations provoquées par la mondialisation, étant donné la perte des repères du monde ancien et la nécessité d'inventer des repères du monde nouveau. D'autre part, analyser la complexité des enjeux territoriaux, des rivalités des intérêts et de stratégies qui poussent les acteurs à user de la force ou de la diplomatie, pour modifier ou tenter de modifier le rapport de force, ressources naturelles, humaines, culturelles, selon des idéologies qui les animent. À cette fin, la prospective et la pluridisciplinarité sont des approches privilégiées. Déjà paru. Willy Mbombo Mandembe, Patrice Onyenga Onyenga, Poutine et l'espace vital dans la Russie post-soviétique 2019. Émile Ngoy Kasongo, La clé de l'émergence de l'économie congolaise, analyse critique et nouvelles orientations de politique économique, 2018. Jean-Pierre Lotoyilangobanga, Décentralisation chaotique en République démocratique du Congo, 2018. Jean Otemikongomandefuyasule, Guerre des méthodes en sciences sociales, du choix du paradigme épistémologique à l'évaluation des résultats, 2018. Moyila Tshiyembe, Dire, Relations internationales, une science appliquée au service du pouvoir, mélange en hommage au professeur Philippe Bioya, 2018. Fraternel à Muteri Misako, Abdon KaserkamaHalibo, Jules KaserkamaHalibo, Jean Otemikongomandefuyasule, La recherche scientifique en sciences sociales et humaines 2018. Préface. Faire connaître les multinationales est une ambition justifiée par l'auteur de ce livre, quand on sait les malentendus qui ont émaillé les rapports de force entre les nouveaux États indépendants et les entreprises multinationales. Au lendemain des indépendances des colonies européennes d'Amérique, d'Asie et d'Afrique africaine, en effet, les multinationales sont accusées à tort ou à raison d'être la main invisible du néocolonialisme, c'est-à-dire ce mal qui repent la terreur contre les politiques teintées par le nationalisme économique, nationalisation des entreprises étrangères, protectionnisme de l'industrie nationale encore balbutiante contre la concurrence étrangère, promotion des une économie de substitution aux produits coloniaux, contrôle des mouvements des capitaux, etc. Lorsque les coups d'État deviennent le mode régulier d'accès au pouvoir en Amérique latine, en Asie et en Afrique, les multinationales sont accusées d'être de mèche avec les nouveaux dictateurs. Plus tard, les années 1980, lorsque la faillite de l'économie administrée contraint les dictateurs à rendre le tablier, c'est-à-dire tendre la main aux institutions de Bretton Woods, les plans d'ajustement structurel du FMI, les conditionnalités et les privatisations imposées par la Banque mondiale, ont fini par achever l'agonie des secteurs vitaux de ces nouveaux États tels l'éducation, la santé, l'administration, les entreprises publiques, etc. Revers de la médaille, la fin du monde bipolaire, effondrement du bloc communiste et de l'Union soviétique, l'avènement de la mondialisation caractérisée par le flux des capitaux, des biens, des services, des technologies, des religions, des personnes, migration, etc., ont changé la donne. La course aux capitaux et aux nouvelles technologies a redonné des lettres de noble aux multinationales courtisées par tous les États du monde. Les États d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique ont été contraints de se mêler à la bagarre. Certes, l'émergence de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud peut donner du baume au cœur. Néanmoins, les pays émergents ne sont pas des enfants de cœur ou encore moins les bons samaritains, car les affaires sont les affaires et non une entreprise de charité. Tant et si bien la stratégie de soft power enseignée par Joseph Nye s'impose à tous les États, afin d'attirer les investissements directs étrangers. Dès lors, faire connaître les tenants et les aboutissants des multinationales, le côté positif et le revers de la médaille, aux élites nouvelles, est un devoir sacré pour les professeurs des universités, de ces pays pauvres très endettés. L'histoire ne se répète pas, dit-on, mais l'histoire est un éternel recommencement.
Car c'est en sachant d'où nous venons et où allons que nous saurons quoi faire et comment le faire, disait Abraham Lincoln, président américain. Les batailles de demain se préparent aujourd'hui. À bon entendeur, salut. Moyila TSHYEMBE. Introduction. Cet ouvrage vise à amener les différents lecteurs à connaissance et à compréhension du phénomène multinational, ainsi que ses effets sur l'économie mondiale et sur les économies nationales. En effet, depuis les années 1950, les sociétés multinationales sont devenues les acteurs les plus importants dans les flux internationaux de biens, de services et de capitaux, étant donné que le monde entier est devenu pour ces firmes un champ d'action unique d'investissement, de production et d'échange. En effet, une multinationale est une entreprise qui produit là où le coût du travail est le moins cher, là où les qualifications sont les meilleures, notamment au sein de pôles de compétences, vend là où les marchés sont les plus larges et les plus rentables et déclare ses bénéfices là où le fisc est le moins gourmand. Tout ceci afin de maximiser ses profits pour simultanément rémunérer les actionnaires propriétaires du capital engagé, si possible entre 5% an et 15% an par distribution de dividendes, renforcer ses fonds propres nécessaires pour préparer le futur, en engageant des programmes de R&D et d'innovation, en rachetant des concurrents. À ce titre, les multinationales constituent aujourd'hui le principal vecteur de propagation des investissements internationaux et du progrès technique à l'échelle planétaire, passant ainsi pour la locomotive du développement et de la prospérité pour tous les hommes. Ainsi, les lecteurs seront censés connaître le phénomène de la multinationalisation des entreprises, le rôle des firmes multinationales dans la mondialisation de l'économie, leur impact sur les économies nationales ainsi que leur rapport avec les États nationaux. 1. Notion de mouvement des capitaux. Il n'existe pas de définition internationale de l'expression « mouvement de capitaux ». En ce qui concerne d'abord le concept de capital, il désigne, au sens courant, la valeur de l'ensemble des biens que possède un particulier, valeur mobilière, patrimoine foncier ou immobilier, argent liquide. Pour une entreprise industrielle ou commerciale, le capital représente l'ensemble des moyens financiers ou techniques qu'elle possède, machines, terrains, valeur mobilière, bâtiments, stock. Parmi les distinctions les plus courantes, on peut noter le capital technique, moyen de production, c'est-à-dire les biens qui permettent de produire d'autres biens ou services, biens d'équipement, et le capital financier. Le capital nominal ou social correspond aux apports des actionnaires. Il est divisé en parts, que l'on appelle parts sociales dans le cas d'une SARL, ou actions dans le cas d'une société anonyme. S'agissant maintenant l'expression mouvement de capitaux, elle revêt en général deux définitions, l'une au sens large englobant les paiements internationaux, et l'autre au sens étroit, retenue généralement par les organisations internationales. Au sens le plus large, l'expression mouvement de capitaux désigne, selon David Eno, les mouvements internationaux de capitaux. Comprendre les crises financières, http://books.google.be, un transfert monétaire entre deux pays. Il s'agit donc d'un flux financier transfrontière ou transfrontalier, c'est-à-dire un déplacement géographique de fonds financiers, prêts, emprunts, investissements, placements immobiliers, d'un pays à un autre, d'où la dénomination de mouvements internationaux de capitaux que l'on donne généralement à ce phénomène. Exemple. Paiement consécutif à l'import-export. Envoi par un travailleur immigré d'une partie de son salaire dans son pays d'origine. Opération de crédit. Prêt octroyé par les banques commerciales d'un pays à des agents économiques étrangers, ou emprunt contracté par les agents économiques d'un pays auprès d'institutions financières étrangères. Rachat par une entreprise du pays A, d'une entreprise du pays B. Achat par un particulier du pays A des actions à une bourse du pays B, etc. Le pays d'où provient le fonds est appelé pays d'origine, tandis que celui dans lequel s'effectue le versement est dénommé pays d'accueil. L'investisseur est habituellement une société multinationale, mais ce peut également être un individu ou un gouvernement. Les entrées sont donc le fait d'étrangers, non-résidents, qui investissent dans un pays autre que le leur, y acquièrent des propriétés immobilières ou accordent des prêts aux résidents de ce pays,
les sorties correspondent aux achats d'avoirs extérieurs par les résidents d'un pays qui remboursent en outre leurs emprunts à l'étranger. Au sens étroit, qui est souvent retenu par les organisations internationales, l'expression mouvement de capitaux exclut les paiements internationaux, c'est-à-dire les transferts monétaires qui sont la contrepartie d'une transaction commerciale, connue sous le nom de mouvement de capitaux induit, paiement consécutif à l'import-export, et les transferts de fonds d'un pays à l'autre. Cas du travailleur immigré qui envoie une partie de son salaire dans son pays d'origine. Elle ne désigne alors que les investissements étrangers, qui correspondent, selon le manuel de la balance des paiements du FMI, aux différentes opérations financières destinées à agir sur les entreprises implantées dans un pays autre que le pays d'origine. L'investissement est ici entendu comme l'engagement d'une importante dépense aujourd'hui, afin d'obtenir un bénéfice dans le futur. Son moteur est donc la perspective d'un profit. Sous le terme d'investissements étrangers se regroupent en fait deux grands types d'opérations. Investissement direct à l'étranger, ID en sigle, et investissement de portefeuille, qui sont des mouvements de capitaux autonomes, transferts d'espèces et d'investissements, lesquels correspondent aux opérations de caractère économique, investissements industriels et commerciaux, achats de propriétés immobilières, etc. A. L'investissement direct à l'étranger. Selon Vladimir Andreev, 1996, les multinationales globales collent. Repère. La découverte. L'ID est un capital investi dans la propriété d'actifs réels pour implanter une filiale à l'étranger. Greenfield Investment, ou pour prendre le contrôle d'une entreprise étrangère existante. Il vise à établir des relations économiques durables avec une unité établie à l'étranger. Le seuil de contrôle retenu par les organismes internationaux comme le Fonds monétaire international, FMI, la Banque mondiale, BM, et l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, est fixé à 10% du capital social de l'entreprise investie. En effet, dès que ce seuil est atteint, toutes les opérations subséquentes en capital entre l'investisseur étranger et l'entreprise résidente sont recensées dans les ID. Ce seuil permet l'investisseur d'exercer une influence notable sur les décisions de gestion de l'entreprise investie, pouvoir de décision effectif dans sa gestion. En outre, les ID correspondent à des projets d'investissement durable, existence d'une relation à long terme entre l'investisseur direct et la société investie, obéissant à une logique industrielle ou productive, création ou acquisition d'une unité de production à l'étranger. Ainsi définie, l'ID comprend à la fois l'opération initiale entre les deux entités et toutes les opérations financières ultérieures entre elles. C'est ainsi qu'il peut prendre plusieurs formes. La création ex nihilo d'une unité de production. On parle alors d'ID de création, aussi connue sous le nom anglais de Greenfield Investment. Le rachat d'une unité de production existante. Cette catégorie est également connue sous le terme anglais de Brownfield Investment. Les fusions-acquisitions transfrontalières appartiennent également à cette forme d'ID. L'acquisition d'au moins 10% du capital social d'une entreprise étrangère déjà existante, ce qui permet une maîtrise ou un contrôle partiel de l'entreprise investie par l'investisseur. Les opérations entre une société mère et ses filiales, augmentation de capital, prêt, avance de trésorerie par la société mère, etc. Le réinvestissement local des bénéfices par une filiale située à l'étranger. La délocalisation d'un établissement à l'étranger, transférer d'une activité de production du pays d'origine vers un autre pays, etc. B. L'investissement de portefeuille. L'investissement de portefeuille correspond, selon toujours Vladimir Andreev, à l'achat de titres privés ou d'État en vue de tirer un revenu de ce placement, sans intention d'acquérir un contrôle durable. Ces titres privés ou d'État sont soit des actions, soit des obligations. Une action est un titre de propriété sur une part du capital de l'entreprise, société anonyme.
L'actionnaire est donc copropriétaire de la société et à ce titre, il a droit à une partie des bénéfices distribués, qu'on appelle dividendes. En tant que titre de propriété, les actions ne sont pas remboursables. Une obligation par contre est un titre de créance ou d'emprunt, émis par des agents économiques en déficit de paiement. Celui qui achète une obligation à une entreprise lui prête en fait de l'argent durant une durée déterminée. À échéance, l'entreprise rembourse l'obligation en versant entre-temps des intérêts à son détenteur. L'investissement de portefeuille est simplement un placement financier international de court terme obéissant à une logique à la fois financière, rentabilité de l'investissement financier et spéculative, achat d'un actif, financier, mobilier, œuvre d'art, etc., en espérant que son prix va monter et qu'on pourra le revendre plus tard avec profit, contrairement à l'IT qui est une acquisition de moyens de production ou un achat d'actions à finalité économique. Il ne vise pas la prise de contrôle de l'entreprise investie, mais simplement la perception de ses dividendes. En effet, lorsqu'il s'agit de l'achat d'actions, le montant ne doit pas dépasser 10% du capital social de l'entreprise investie, ce qui ne confère pas, contrairement à l'investissement direct, un pouvoir de décision effectif ou un droit de regard sur la gestion de cette entreprise. Ainsi, toute participation au capital d'une entreprise résidente par une entité non résidente inférieure à 10% est comptabilisée comme un investissement de portefeuille. Cependant, ce seuil de contrôle ne peut être défini sans arbitraire, car il peut suffire de détenir moins de 10% dans le capital d'une entreprise étrangère pour la contrôler. De ce fait, la distinction entre investissement de portefeuille à l'étranger et IT, bien que nécessaire, est malaisée. 2. Notion de société multinationale. Il n'existe pas de définition simple, précise et communément admise de la notion de société multinationale. Par ailleurs, celle-ci est qualifiée de plusieurs manières quant au substantif et à l'adjectif de l'expression. En effet, les mots employés pour le substantif sont généralement au nombre de 3. Firme dans le langage courant anglo-saxon, entreprise pour l'OIT, et société pour l'ONU, auquel s'ajoute le terme groupe. Quant à l'adjectif, plusieurs termes sont également utilisés, multinational, international, transnational, supranational, mondial, etc. Mais les qualificatifs multinational et transnational sont les plus courants. En fait, cette entité a évolué de la forme traditionnelle vers la forme en réseau. A. La multinationale traditionnelle. Il existe deux tendances dans l'acception traditionnelle de la multinationale. En effet, une première tendance définit la multinationale comme une entreprise qui agit dans plus d'un pays. C'est ainsi que pour Jean-Louis Mucchielli, 1998, Multinationale et mondialisation, édition du Seuil, page 18, une multinationale est une entreprise qui possède au moins une unité de production à l'étranger. Il est à noter que lorsqu'on parle d'unité de production, il faut avoir à l'esprit non seulement la production des biens matériels, mais aussi celle des biens immatériels, services. De même, selon Charles-Albert Michalet, 1976, Le capitalisme mondial, Presse universitaire de France, Col. Quadrige, Paris. Une multinationale est une entreprise, le plus souvent de grande taille, qui, à partir d'une base nationale, a implanté à l'étranger plusieurs filiales dans plusieurs pays, avec une stratégie et une organisation conçues à l'échelle mondiale. Le CETIM de son côté insiste sur une certaine centralisation, en définissant une multinationale comme une entité légale de droit privé, agissant dans plusieurs États, mais avec un seul centre ou un centre principal de décision. Dans le même sens, René Sandretto définit la multinationale comme une firme généralement de grande taille, dont l'organisation et la gestion sont le plus souvent centralisées, développant leur activité productive grâce à des filiales implantées dans plusieurs pays. Enfin, pour Sandrine Levasseur, I des stratégies des entreprises multinationales, revue de l'OFCE, mars 2002, une multinationale, entreprise ou firme, est une entité qui réalise des opérations de production dans au moins 2 pays. Elle est constituée d'une société mère, résidente d'un pays, et d'au moins une filiale, résidente d'un autre pays. Une autre tendance, plus extensive, considère plutôt qu'une entreprise devient multinationale quand elle contrôle des unités de production ou de distribution dans plus d'un pays. C'est ainsi que pour le petit Robert,
Une multinationale ou transnationale est une entreprise implantée dans plusieurs pays par le biais de filiales dont elle détient tout ou une partie du capital. De même, la CNUSED, World Investment Report 2004, page 375, qualifie de multinationale toute entreprise qui, indépendamment de sa forme juridique particulière, exerce un contrôle direct ou indirect sur les actifs possédés par une P ou plusieurs autres entreprises situées dans des pays différents de celui où elle a installé son siège social. En fusionnant ces deux tendances de la conception traditionnelle, nous pouvons définir une multinationale comme une entreprise qui détient des établissements ou qui contrôle des entreprises filiales dans un ou plusieurs pays distincts de celui de son siège social. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.